Philippe, beaucoup d'entre vous le connaissent, il est, on pourrait dire, l'expert ici des marketplaces, puisqu'on vient d'en parler avec Octavie et Miracle, mais Philippe, il a été le CEO de Mythic, qui est évidemment une marketplace aussi. Tout le monde n'en a pas toujours conscience, mais tu vas nous expliquer comment tu gérais ça peut-être. Et puis Made.com, bien sûr. Est-ce que vous aviez un deal avec Miracle pour Made.com? Parce qu'apparemment, ça marche pas mal sur Maison du Monde. Hein. Oui, on en avait discuté. D'accord. Bon, aujourd'hui, on va parler du présent. Tu es le CEO du groupe La Centrale. Philippe, c'est un immense plaisir de te retrouver, de discuter avec toi pour ce petit envol de fin d'après-midi après voilà, plusieurs heures sur le retail média. On vient de parler de différentes marketplaces. Moi, j'aimerais que tu nous racontes un peu le modèle de La Centrale. Comment est-ce que cette histoire incroyable, vous avez réussi à passer d'un modèle de petites annonces à une plateforme que nous, on pourrait qualifier de data collaboration de haut niveau, parce qu'on est marketeur et qu'on on aime bien utiliser des mots un peu fumeux. Raconte-nous juste l'histoire, le truc, quoi. Bon, bonsoir à tous. Donc déjà, grand merci pour l'invitation. Un grand merci pour tous les nouveaux mots que j'ai appris. Et là, il y en a beaucoup, beaucoup. La petite histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est l'histoire d'un acteur 100% digital, que je définis moi comme étant un acteur tech et data, qui opère dans un environnement qui est pas du tout digitalisé ou au ras des pâquerettes. Et donc vu comme ça, c'est pas forcément très engageant, mais si on creuse un peu, pour des acteurs comme nous, c'est une formidable opportunité, en particulier en développant un concept de plateforme et de devenir un partenaire de tout un écosystème qui est la distribution automobile, un partenaire de digitalisation. Donc c'est ça que je vais essayer de vous expliquer comment on le fait et de raccrocher ça évidemment au modèle publicitaire et au retail média. Déjà, La Centrale, c'est un acteur qui est important dans le domaine de la distribution automobile. C'est un gros marché. La distribution automobile, vous avez du neuf et du véhicule d'occasion. Nous, on est plus spécialisé sur le véhicule d'occasion. C'est un gros marché de 6 millions de ventes par an et qui est 6 fois plus gros que le marché du neuf. Donc il faut avoir ça en tête. Et même si on a une petite partie de la chaîne de valeur, on a une grosse influence globalement sur le business, parce que sur La Centrale, vous allez avoir beaucoup de gens, beaucoup d'acheteurs, puisqu'on a plus de 10 millions de visiteurs uniques par mois, de gens qui sont engagés à court terme dans un acte d'achat. On a consolidé la totalité ou presque la totalité de l'écosystème des distributeurs automobiles, à peu près 12 000 points de vente. Et on représente un tiers des ventes pour cet écosystème-là. Et puis en termes de marque, on a quelque chose qui est extrêmement important, c'est que la marque est très forte. En particulier, c'est la marque à laquelle les Français font le plus confiance quand il s'agit d'acheter ou de vendre un véhicule. Donc vous êtes une marque forte, vous avez du trafic, tout le monde vous connaît, sans savoir toujours exactement à quel endroit vous vous positionnez, si on n'est pas directement concerné par le sujet, mais on apprend à vous connaître avec le besoin, évidemment. Mais tout ça, ça ne nous dit pas comment tu es devenu un acteur de la data. Alors, le monde La Centrale, c'est un acteur historique qu'on appelle des petites annonces. Et en fait, c'est assez rigolo de voir comment ça a évolué. C'est d'abord un acteur qui était par essence un acteur du média. Donc c'était un magazine et puis c'est devenu un média sur Internet. Et puis on est en train de se transformer petit à petit en une marketplace pour se diriger vers un business de plateforme. Et pourquoi cette transformation a eu lieu? Parce qu'on s'est rendu compte, et pas nous La Centrale, mais toute l'industrie qu'on appelle du classified, qu'on avait un asset inexploité, qui était un asset data. Et cet asset data, il est d'une part positionné sur la demande, c'est-à-dire quand vous avez quasiment tous les acheteurs qui passent chez vous et qui naviguent sur votre site, qui font des recherches, qui reviennent pour voir systématiquement leur futur projet d'achat, vous avez quand même beaucoup d'informations que vous collectez, beaucoup d'intimité avec ces acheteurs-là, et vous avez une couverture très importante. Et donc, on sait bien, et beaucoup d'acteurs se sont dit, on est capable de faire des choses
à partir de cette data qu'on est capable de collecter sur la demande. Mais de façon complètement symétrique, on a la même profondeur et la même information sur la partie supply. Je rappelle que les acteurs, la distribution automobile, c'est 12 000 points de vente, c'est des petits acteurs, ce sont des acteurs régionaux, c'est des acteurs qui sont détenus par des familles. Et alors la digitalisation, ils en sont très loin. Et donc le fait d'agréger cette demande, vous avez un poste d'observation qui est phénoménal et qui est unique. C'est-à-dire que vous avez la capacité de monitorer comment l'offre évolue, comment les prix évoluent, comment les vitesses de rotation des stocks évoluent et comment les marges évoluent. Et on est les seuls à avoir cette information-là. Et ce qui est extrêmement intéressant dans le modèle, c'est que vous mettez en face sur une même plateforme une profondeur d'information sur la demande que personne n'a et une profondeur d'information sur l'offre que peu de gens ont. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est un modèle génial parce que par rapport à tout ce qu'on voit depuis le début de l'après-midi, on voit qu'il y a une richesse de données avec deux catégories de clients des deux côtés que vous avez réussi. Déjà, il fallait s'en rendre compte et puis ensuite, il fallait le transformer et arriver à en faire un avantage distinctif, ce que vous avez réussi à faire. Alors, ma question d'après, c'est comment vous faites pour enrichir cette data, Philippe ? Alors, on l'enrichit, on la travaille. Ce qu'il faut savoir, c'est que la data côté supply, c'est-à-dire l'offre, est très hétérogène, très difficile à collecter, très difficile à normaliser. Et c'est un savoir-faire qu'on appelle ça de la taxonomie pour pouvoir décrire un véhicule d'occasion qui, par essence, est un produit unique. Déjà, chacun des véhicules a des caractéristiques qui sont difficiles à valoriser, les options, les finitions. Tout ça, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, de trouver une valeur. Et l'usage d'un véhicule détermine sa valeur. Donc, avoir tout un savoir-faire d'enrichissement de nos bases, de valorisation, de compréhension, c'est un asset qui est essentiel, qui est quasiment, on est à peu près les seuls à le faire aussi bien sur le marché, et qui permet pour chacun des produits qui sont sur la plateforme de pouvoir y attacher une valeur retail, mais aussi une valeur de wholesale. Alors là, je crois que derrière toi, actuellement, on voit tous un exemple de tableau de bord que vous fournissez finalement. Là, c'est ceux qui sont fournis aux revendeurs. Alors, on a cet asset data côté supply, on l'a retravaillé, on l'a productisé, pour faire un certain nombre de choses qu'on met à disposition d'acteurs qui n'ont pas accès à toutes les informations que l'on a. Donc on a fait une première chose, c'est qu'on a mis en place un outil de pricing. Ça veut dire qu'on donne la possibilité à chacun de nos partenaires de pouvoir utiliser notre data et de pouvoir attribuer de façon automatique et statistiquement juste une valeur de marché à chacun des produits, une valeur de rachat wholesale pour chacun des produits. Et on fait quelque chose qui est vachement plus intéressant et qui est impossible à faire dans d'autres contextes, c'est qu'on donne la possibilité de simuler le couple marge-rotation. C'est-à-dire que pour un même produit, vous dites je veux le vendre ce produit-là à 20 000 euros et il va tourner en 35 jours. Si je le positionne à 19 500 euros, en combien de temps il va tourner ? Et ça, on le fait en fonction, évidemment, de la demande, on le fait en fonction de l'environnement concurrentiel, et on prend en compte l'effort marketing qu'il est nécessaire à faire lorsque vous augmentez le prix, ou l'effort que vous n'avez pas à faire en marketing, c'est vous diminuez le prix. Et c'est un élément qui est absolument fondamental, en particulier en ce moment, parce que les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté. Donc, porter du stock coûte de plus en plus cher. Et donc, il y a une sensibilité beaucoup plus importante auprès de nos partenaires distributeurs entre le couple, enfin, une sensibilité entre du couple marge-rotation. Génial. Je vois Octavie pour Miracle qui a les yeux qui brillent parce que je ne suis pas encore certain que vous soyez dans de la simulation chez Miracle, mais peut-être, on en reparlera à la pause. En tout cas, passionnant. Donc ça, c'est le pricing. Ça, c'est le pricing. Nous, on fait la même chose. On vient de sortir un produit sur la demande, c'est-à-dire qu'on donne aussi la possibilité à tous nos partenaires, pour une région particulière, une marque particulière, un style de véhicule particulier, d'avoir une vue sur la demande, son évolution et l'environnement concurrentiel. Et vous comprenez bien que si d'un côté, vous avez une bonne compréhension de la demande et de l'autre côté, une bonne compréhension de l'offre, si vous mergez les deux,
pour des critères qui sont des critères de marge et de rotation, vous êtes capable de définir quel est le stock idéal que vous devez porter, vous, en tant que retailer, sur une région donnée. Donc, on est en train de mettre à disposition de la data, on est en train de créer des outils d'insight, et au-dessus de ça, on est en train de donner des éléments de recommandation pour opérer plus efficacement. Impressionnant. Merci. Merci. Philippe. Non, mais vraiment. Non, mais je veux dire, vous auriez pu rester au modèle de petites annonces, même digitalisées, et beaucoup l'ont fait. Et on voit que, voilà, il y avait, bon, c'est pas un hasard. On comprend mieux la transition de Mythic à la centrale, clairement. Très bien. Alors, du coup, c'est quoi la prochaine étape finalement? Parce que là, quand on t'entend, on a l'impression que le business de petites annonces, il est certes essentiel, parce que c'est lui qui fait tourner toute la machine, mais que vous avez d'autres envies. Donc les prochaines étapes, c'est évidemment un business de plateforme dans lequel on est capable de créer un écosystème complet qui fera parler les datas de la demande et la data de l'offre, et de pouvoir, au-delà de la partie recommandation, mettre en œuvre les recommandations qu'on va faire à nos partenaires distributeurs automobiles. Je vais vous donner un exemple très simple pour que vous compreniez là où est-ce qu'on va. En reprenant l'exemple que je vous ai donné, si vous êtes capable de déterminer un stock idéal en fonction d'un critère de rotation et de marge, vous êtes capable pour chaque distributeur de comparer ce stock idéal avec le stock réel. Et là, vous déterminez 3 zones pour faire court. Vous avez une zone bleue, c'est tout va bien. Vous avez une zone grise, ça ne va pas très bien. Mais vous avez des idées où on peut l'optimiser. Donc, on va pouvoir optimiser le prix, on va pouvoir faire des promotions. On va pouvoir surpondérer, et là, c'est là où je rebranche le retail média, surpondérer la visibilité de certains produits parce qu'ils ont besoin d'être plus promus. Et éventuellement, on va pouvoir aussi, et ça fait partie de nos plans, donner la possibilité de vendre une partie de ce stock-là à d'autres professionnels. Donc ça, c'est la partie zone grise. Et vous avez une zone blanche dans votre stock, c'est-à-dire la zone où vous devriez avoir du stock parce qu'il y a une demande, mais vous n'en avez pas. Et donc, un outil va dire, voilà, il va recommander quels sont les différents produits qu'il faut stocker. Et on va mettre en place des mécaniques et des services qui vont permettre de sourcer, soit auprès des professionnels, soit auprès des clients particuliers, les produits dont on pense qu'il faudrait sur lesquels il faudrait être positionné en fonction des critères qu'on a définis. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est vraiment une histoire de plateforme qui vient être un partenaire de digitalisation d'un écosystème qui ne l'est pas. Et c'est ça la prochaine étape de la centrale. Qui n'est pas digitalisé. Qui n'est pas digitalisé. Absolument. Je crois que vous avez, on peut le citer, parce que ce n'est pas un concurrent de fait, mais il y a un MeToo en Europe, ou quelqu'un dont vous êtes un peu le MeToo, mais qui a une position, attention, structurelle, qui a une position clé sur un marché. Donc je n'invente pas grand-chose, c'est là une tendance naturelle de tous les acteurs qui étaient historiquement positionnés sur les petites annonces. Il y a un acteur en Angleterre qui s'appelle Autotrader, qui a des parts de marché supérieures aux nôtres, qui a démarré la digitalisation ou qui a démarré ce processus-là bien plus tôt que nous, pour lequel les acteurs du monde de la distribution sont aussi plus prêts à accueillir ce genre de stratégie, et qui aujourd'hui est très largement leader dans le monde sur cette stratégie-là, et qui ne se présente plus non plus comme une marketplace, mais non plus comme un acteur de la petite annonce, mais qui est une plateforme d'insight et de data. C'est ça son métier. Et c'est vers là qu'on va. Bah, écoute Philippe, un immense merci. C'est vrai qu'on a parlé tout l'après-midi de retail média et j'en parlais avec certains qui me disaient il y a des termes compliqués, mais est-ce que c'est pas simple finalement? Bah, c'est simple et c'est pas simple parce que comme par hasard, si on regarde bien cet après-midi, on a entendu des gens qui sont des plateformes. On a entendu Uber, on a entendu Amazon, qui sont au fond, évidemment, Miracle à l'instant, qui sont des plateformes, c'est-à-dire une plateforme, c'est quoi? C'est quand un modèle avec plusieurs clients, quoi. Hein. Et puis on essaye de faire tourner la roue. Oui, mais si vous regardez Amazon, d'une certaine façon, quand Amazon fait du fulfillment, il a commencé à intégrer des éléments de la chaîne de valeur au bénéfice de son écosystème de
de partenaires retailers. Donc, c'est vraiment ça la notion de plateforme, c'est vraiment d'intégrer des briques de chaîne de valeur, de leverager, en mauvais anglais, la data dont on a et la capacité technologique qui est propre à chacune des sociétés. Voilà. Un immense merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou à distance d'ailleurs. Pas forcément. Si, une question. Grégory. Bonjour. C'est hyper intéressant. J'aurais une question qui finalement ne va pas dans le sens de la thématique d'aujourd'hui. En fait, quand je vous entends, je me dis que finalement, vous seriez aujourd'hui les mieux placés pour devenir l'opérateur par excellence, le concessionnaire par excellence, de savoir si en fait la centrale devenait donc concessionnaire dans chaque région. Vous avez accès en priorité aux annonces avant même qu'elles soient publiées. Vous avez quel est le bon prix, donc toutes celles qui sont moins disantes, vous pourriez les avoir directement, savoir celles sur lesquelles vous avez le plus de plus-value à faire, soit vraiment sur... Devenir concessionnaire. Exactement. Ah bah ça, on ne le fera jamais, parce qu'on ne portera jamais le stock. La fonction primaire des plateformes comme la nôtre, c'est d'agréger un stock et d'avoir le choix le plus large. Donc à partir du moment où vous commencez à mettre le stock chez vous, vous mettez un biais dans le modèle et vous aliénez les gens avec qui vous travaillez. Donc il faut être super clair, et nous on l'a été depuis le début, hyper clair philosophiquement pour qui vous travaillez. Et dans notre philosophie, qui est une philosophie de plateforme, vous travaillez pour les gens qui participent à cette plateforme. Vous ne vous mettez pas en substitution de ce qu'ils font. Et ça, philosophiquement, on est super clair. Merci. En quoi il y a des similarités avec Mythic, par exemple, ou Make.com ? Il y en a plus sur Mythic, parce que Mythic, c'est dans le monde de la petite annonce historique qui était intégrée à des grands groupes médias. Vous avez 4 piliers. Vous avez l'automobile, l'immobilier, le job et la rencontre. Donc, c'est des familles qui sont historiquement très liées. Et ce sont des business dont, grosso modo, les principes sont assez homogènes et assez identiques. Il s'agit de mettre en relation une offre et une demande, et il s'agit de la faire matcher du mieux possible, sachant que les intérêts des gens qui vendent ne sont pas forcément les intérêts de gens qui achètent. Et donc, nous, en tant qu'intermédiaires, ce qu'on doit faire, c'est de trouver un bon équilibre entre, en tout cas dans le cas de la centrale, des gens qui nous font vivre et qui payent nos factures, qui sont ceux qui vendent, mais tout en faisant en sorte qu'ils vendent parce qu'on a une audience, et donc il faut servir cette audience qui voudrait évidemment, qui a des objectifs qui sont un peu contradictoires avec ceux qui souhaitent vendre. Donc il y a un savoir-faire de matching et de faire en sorte que l'équilibre entre l'offre et la demande soit respecté. Le truc qui était rigolo, je vais terminer là-dessus, sur Mythic, qui était vachement plus intéressant, c'est que l'offre était la demande et la demande était l'offre. Et ça, techniquement, philosophiquement et théoriquement, c'est vachement plus intéressant parce qu'il faut trouver cet équilibre-là dans les deux sens en même temps. Waouh! Je vous avais dit, on a gardé le meilleur pour la fin. Alors, une question quand même pour faire le lien avec tout ce qu'on s'est dit cet après-midi. Philippe, tu me disais, parfois, je te sentais un petit peu largué sur certains termes un peu techniques du retail média, mais est-ce que vous êtes ouvert à des partenariats? Il y a des banques, il y a des assurances qui nous regardent là. Comment ça marche? On fait quoi si on est intéressé par ton modèle? Alors nous, on est très ouverts parce que c'est la nature même d'une plateforme. On va travailler et on travaille à intégrer tout un tas d'acteurs qui font partie de cet univers-là, en particulier l'univers de l'assurance, en particulier l'univers de ce qu'on appelle les captives, donc c'est-à-dire ceux qui portent le financement lié à l'acquisition d'un véhicule, et tout un tas d'autres acteurs. Encore une fois, c'est plus vous avez de data, plus vous avez de connaissances et plus vous êtes en capacité à offrir des services pour vos utilisateurs ou vos clients et de renforcer la loyauté de votre audience. Magnifique. Sur le sujet des plateformes, il y a un bouquin exceptionnel qui s'appelle The Business of Platforms, qui a été écrit par une Française prof en Angleterre très connue qui s'appelle Annabelle Gower.
je vous recommande. Et je rêve, donc on essaiera de le faire un jour, mais de l'inviter, de faire un truc avec elle, parce qu'on parle beaucoup de data, et je ne vais pas prêcher contre ma paroisse, mais franchement, les modèles de plateforme, c'est au cœur du succès du digital. Et la data, ça dépend quelle data, comment on l'utilise, mais on le voit, parmi les utilisations les plus sophistiquées, il y a ce qui se passe dans les plateformes. Donc pour toutes ces raisons, Philippe, un immense merci. Je vous demande d'applaudir Philippe vraiment.